C'est en effet à l'incident de Roswell que l'on doit le début de la controverse concernant l'existence des ovnis. Encore aujourd'hui, certains prétendent que le gouvernement aurait récupéré les débris de l'écrasement d'un vaisseau étranger, dont on a dit certains des passagers vivants. Bien qu'au début le discours ait été différent, le gouvernement nie depuis 50 ans l'existence de ces faits. D'après les propos des différents porte-paroles recueillis par les journaux de l'époque, ils ignoraient ce qui s'était passé. Ils ont consulté des chercheurs qui n'avaient pas non plus d'explication. Même Röntgen pour ce qui est des autres chefs gouvernementaux. Ils ont consulté tous ceux qui cherchaient une réponse sans succès. Au Pentagone, l'inquiétude montait. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Mais plus l'affaire s'ébruitait, plus la tension tombait. Il ne s'agissait pas d'une invasion. Moins d'une semaine après la conclusion des premiers rapports, le gouvernement juge opportun de clore l'incident de Roswell. De sources officielles, il s'agit d'un ballon-sonde. Pour plusieurs, cette conclusion est loin d'être exacte. La question subsiste. La Terre a-t-elle été visitée? À la suite de faits rapportés sur les ovnis par d'autres témoins, le gouvernement est contraint de reconsidérer le dossier. Peu après Roswell, le gouvernement commande une étude plus approfondie. Le général Nathan Twining de la US Air Force est chargé de l'enquête. Ses conclusions, bien différentes de celles données au début, sont envoyées à ses supérieurs. The phenomenon reported is something real and not visionary or fictitious. It is recommended that Headquarters Army Air Forces issue a directive assigning a priority, security classification, and code name for a detailed study of this matter. L'opération classée secrète ne sera connue que de l'armée sous le nom de projet Sign. On lui a donné le code de priorité le plus élevé. L'opération secrète devait évaluer la situation. Le rapport final concluait que les ovnis, les soucoupes volantes et les disques volants avaient des origines extraterrestres. Le chef de l'état-major de l'armée de l'air, insatisfait du caractère évasif de l'étude, l'a refusé. Il a renvoyé pratiquement toute l'équipe qui avait travaillé sur le projet. Un mémo a circulé parmi ceux qui sont restés, menaçant de renvoi quiconque qualifierait d'extraterrestres les récents événements. Dès 1948, l'enthousiasme des militaires fait place au négativisme à l'égard du phénomène ovni, et le projet Sign est rebaptisé projet Grudge. En 1952, un nouvel officier est nommé à la tête du projet Grudge qui est en quelques mois relancé et renommé. Il devient le groupe chargé des phénomènes aériens portant le nom de code de projet Blue Book. The objectives of the program are twofold. They're the same as they have been since 1953 when the regulation was written. First of all, to try to determine if the UFO phenomena presents a threat to the security of the United States. And second, to determine if the UFO phenomena exhibits any technological advances which could be channeled into research and development. Le projet Blue Book était issu du projet Grudge et soudainement, durant 18 mois, on assiste à une enquête sérieuse où des officiers essaient de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Ils recueillent des données, rencontrent des scientifiques. Le programme tout entier va être restructuré. Le projet Blue Book est abandonné officiellement le 17 décembre 1969. L'armée a-t-elle intérêt à fournir des excuses plutôt que des explications? Et si oui, pourquoi? L'armée a l'habitude d'être confrontée à des entités identifiables. Et quand elle rencontre des objets qui défient toutes les performances conventionnelles, qui surpassent par exemple l'efficacité de ses meilleurs avions, et l'on perd ses moyens. L'armée, en reconnaissant l'existence des ovnis, aurait dû reconnaître son impuissance devant une telle situation, devant des engins supérieurs aux siens. Je ne peux imaginer qui que ce soit être disposé à faire une telle révélation. Mais la quantité et la pertinence des témoignages recueillis apportent au sujet un sérieux indéniable. Le fait que tant de personnes dignes de foi aient vu tant de phénomènes incroyables
sans arrière-pensée, sans avoir l'intention de s'en faire de la publicité, mais uniquement parce qu'elles ont été troublées par ce qu'elles ont vu. Voilà ce qui pique ma curiosité de scientifique. Un sondage réalisé en 1991 révèle que 7% des Américains ont déjà aperçu un ovni. Cela représente plus de 12,5 millions d'individus ayant tous une instruction et un niveau de vie supérieur à la moyenne. On trouve parmi eux des hommes politiques, des chefs de communauté, des éducateurs. Mais outre ces professionnels, il existe d'autres témoins bien plus crédibles encore. Ce sont les pilotes de ligne. Le 24 juin 1947, moins de 2 semaines avant l'incident de Roswell, Kenneth Arnold rapporte les traces de 9 objets étranges qui survolent les cimes enneigées de la chaîne des Cascades dans l'État de Washington. Sa réputation de pilote et d'homme d'affaires donne une crédibilité immédiate à ses observations, et la presse publie l'incident. Malgré les autres témoignages recueillis par la suite, Arnold va rester pour toujours celui par qui tout a commencé. Et ce n'était que le début. Le 25 mars 1995, le capitaine, le premier officier et une hôtesse de l'air du vol 564 de l'America West faisant le trajet entre Tampa et Las Vegas aperçoivent une silhouette étrange dans le ciel de Bovina, au Texas. Yeah, off to our 3 o'clock. Got some strokes out there. Can you tell us what it is? Right now, I don't know what it is right now. À 22h25, l'avion vole à 39 000 pieds d'altitude. L'équipage continue à observer l'objet clignotant au-dessous d'eux. L'objet se déplace quand l'avion met le cap à l'ouest. Voici le détail de la conversation entre le premier officier et la tour de contrôle d'Albuquerque. Cactus 564, did you pay that object at all on your radar? Cactus 564, no I don't. Talking to the 3 or 4 guys around here, no one knows what that is. We've never heard about that. But nobody's painting it at all? Okay, Cactus 564, say again? There's nothing on the radars on the other centers at all on that particular area, that object that's up in the air? It's up in the air? Affirmative. No, no one knows anything about it. L'objet se déplace devant une bande de nuages orageux. L'équipage voit nettement le clignotement de ses feux. What's the altitude about? I don't know, probably right around 30,000 or so, and it's with the strobe, it starts from going counterclockwise, and the length is unbelievable. L'équipage de l'avion aperçoit un engin invisible aux contrôleurs aériens. Le radar ne détecte aucune trace de l'objet. Le contrôleur décide néanmoins de vérifier la présence possible d'une sonde atmosphérique ou la tenue d'une activité militaire dans la zone en établissant un contact radio avec la base de l'armée de l'air, Cannon. Cannon 21. Cannon, go ahead. Hey, do you guys know if there was anything like a tethered balloon or anything released that should be above tie band? No, we haven't heard nothing about it. Okay. Guy at 39,000 says he sees something at 30,000 that the length is unbelievable and it has a strobe on it. Uh-huh. This is not good. Okay. What does that mean? I don't know. It's a UFO or something. It's that Roswell crap again. Un incident similaire à celui survenu à Roswell se produit donc de nouveau le 15 mars 1995. Tout comme à Roswell, il demeure inexpliqué. Après 2 ans, même s'ils préfèrent garder l'anonymat, les membres de l'équipage maintiennent leur version de l'événement. On hésite à rapporter ces phénomènes à l'administration fédérale de l'aviation ou à l'armée. Ils vont nous prendre pour des illuminés. Je ne veux pas être privé de voler. Beaucoup de pilotes de ligne partagent la même opinion. Nous ne voulons pas avoir le corps médical aux trousses. Les compagnies aériennes ne veulent pas embaucher des employés victimes d'hallucinations. Si quelqu'un a la réputation, dans la compagnie ou dans l'escadron, de voir des ovnis à partir de son F-18, plus personne ne voudra voler avec lui. C'est une situation délicate qui demande de faire preuve d'abnégation.
Il est plus simple de dire qu'il s'agit d'une personne excentrique, qu'elle a vu quelque chose qui est invisible pour les autres et qu'elle n'est probablement pas aussi sérieuse qu'on l'aurait cru. Quand les réputations sont en jeu, beaucoup sont réticents à briser le silence. Mais lorsqu'en de rares occasions, ceux qui sont chargés de notre sécurité s'expriment tout haut, peut-on se permettre de faire la sourde oreille ? On rapporte d'étranges apparitions depuis plus de 50 ans. Si la plupart d'entre elles ont été expliquées, certaines demeurent un mystère. Les témoignages qui suivent vont permettre, peut-être, d'avoir une meilleure compréhension du phénomène OVNI. Carl Sagan a l'habitude de dire que des déclarations extraordinaires exigent des preuves tout aussi extraordinaires. Mais les preuves ne vont pas vous tomber du ciel, il vous faut sortir pour les trouver. Selon les enquêteurs, cette recherche de preuves demande de scruter les témoignages les plus crédibles rapportés par la population et par ceux qui sont les plus compétents pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Bien que le projet Blue Book mené par le gouvernement ait été abandonné en 1969, l'intérêt pour le phénomène semble avoir persisté. Après tout, c'est à l'armée que l'on doit les rapports les plus inquiétants concernant les ovnis. Ces rapports laissent entrevoir que plusieurs de ces objets volants non identifiés ont pu déjouer, sans être inquiétés, les plus grandes mesures de sécurité. Parmi tous ces faits inexpliqués, peu sont comparables aux événements confus et mystérieux qui se sont produits dans deux des pays les plus avancés du point de vue technologique. La base de l'armée de l'air de Bentwaters en Angleterre est située à 225 km de Londres, aux limites de la forêt de Rendlesham. L'abandon actuel de la zone n'est pas révélateur de l'activité importante qui y régnait avant l'éclatement de l'Union soviétique. C'était une base commune, partagée par la US Air Force et la Royal Air Force britannique. Cet endroit a également été le lieu des plus étranges observations d'OVNI jamais rapportées. Le cas de Bentwaters est un exemple unique, car on y trouve impliqués des gens instruits mais peu habitués avec les technologies, des gens qui sont chargés de la garde et de la sécurité de leur propre base. Ils connaissent l'aviation et l'armement. Il s'agit de policiers entraînés à observer, à rédiger des rapports de toutes sortes et à défendre ce qu'ils affirment. Mais ces gens ont été complètement déconcertés par ce qu'ils ont pu observer. Ces militaires faisaient partie de ce qui a été le plus grand poste de combat tactique du monde libre durant la guerre froide. Bentwaters était en opération depuis 49 ans. Mais la période la plus importante reste peut-être les derniers jours de l'année 1980, quand les militaires et les villageois ont été témoins d'un incident insolite. Un incident, disait-on, comparable à celui survenu à Roswell, au Nouveau-Mexique. Par une froide nuit d'hiver, 3 lumières étranges sont apparues soudainement dans le ciel. Les objets montaient, descendaient, se déplaçaient sur les côtés. Ils sont allés dans toutes les directions en remontant. J'étais fasciné. Je suis sorti pour mieux les voir. Ce n'étaient pas des avions car ma maison se situe au bout de la piste. Et ils ont atterri dans la forêt. Une étrange activité à l'intérieur et autour de la base à haute sécurité de Bentwaters a été étroitement enregistrée en cette nuit froide d'hiver. Les voisins ont constaté qu'ils n'étaient pas les seuls témoins de ce phénomène hors du commun. Je suis resté là quelques minutes pour voir s'il allait se passer autre chose. Je pouvais entendre le vacarme provenant de la base, le vent soufflait dans ma direction, et je pouvais entendre crier, appeler. Des véhicules se mettaient en marche. J'imaginais la scène. 3 patrouilleurs militaires ont également rapporté avoir aperçu des lumières étranges provenant de la forêt. Ils ont demandé et reçu la permission d'aller enquêter au-delà du périmètre de la base. Le lendemain,
Les observations qu'ils en ont rapportées ont amusé leurs officiers. Quand je suis allé chercher les registres de la police concernant les activités de la nuit dernière, le sergent de service s'est mis à rire. J'ai su à cet instant qu'il s'était produit quelque chose d'intéressant. Il m'a donné les noms en riant des 3 militaires qui avaient fait la chasse aux ovnis dans les bois toute la nuit, comme s'il n'y croyait pas. Cette apparition était devenue le sujet d'actualité de la base. Plus les heures passaient, plus l'incident, au départ amusant, prenait de l'importance. On faisait grand cas sur la base, non pas tant de l'incident, mais des conséquences et du désordre qu'il causait. Beaucoup de policiers étaient affectés à la garde d'équipements très important. C'était un travail de très haute responsabilité. Afin d'accélérer le retour à la normale de la base, les dirigeants ont envoyé une de leurs équipes de policiers mener une enquête, dans l'espoir de trouver une explication rationnelle à ce qui s'était passé. Mais rien de ce qu'ils ont trouvé ne semblait logique. Le lendemain, plusieurs membres de l'équipe ont quitté la zone. Ils avaient trouvé des empreintes sur le sol que la police britannique a déclaré n'être que des nids de poules et des terriers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 3 dépressions, à égale distance l'une de l'autre, ayant toutes le même diamètre et la même profondeur. L'affaire n'en est pas restée là. Les engins sont revenus 2 nuits plus tard. Une équipe de militaires a été dépêchée sur le site pour enquêter, munie cette fois d'équipements supplémentaires. Un compteur Geiger pour mesurer le niveau de radioactivité, des caméras et un magnétophone. Voici l'original de la bande enregistrée par le colonel Holt, relatant les événements inquiétants de la soirée. L'engin de couleur rouge s'est brusquement mis à se liquéfier, un peu comme du métal en fusion, comme s'il s'écoulait d'un creuset. Cela a duré quelques minutes. Puis il a explosé en silence et s'est désintégré en multiples particules blanches qui ont ensuite toutes disparu. Nous ne savions pas trop quoi penser. L'équipe a sillonné la zone en quête d'indices pouvant expliquer le phénomène dont elle avait été témoin. Aucune trace n'avait été laissée au sol. Mais dans le ciel, au nord, d'étonnantes lumières brillaient, découpant ce qui semblait être des objets volants non identifiés. Rien de comparable néanmoins à celui observé au sud. L'engin au sud approcha soudainement à très grande vitesse, avant de s'arrêter, disons, 1 kilomètre au-dessus de nous. J'en suis pas très sûr. Il a envoyé un faisceau lumineux à nos pieds. Ce n'était pas une lumière ordinaire qui s'étale au sol. Elle descendait droite comme un laser, illuminant le sol d'un cercle d'environ 20 à 25 cm de diamètre durant une dizaine de secondes. C'était très impressionnant. S'agissait-il d'un message, d'un avertissement ou d'une arme qui ne nous avait pas encore atteint? Quoi qu'il en soit, elle a disparu aussi vite qu'elle avait apparu. Trois heures plus tard, les ovnis avaient disparu, semant la confusion sur leur passage. Nous étions sûrs que personne n'allait nous croire. Et comment allions-nous dissimuler tout ça? Qu'allions-nous dire à la population? On ne pouvait pas en parler à nos supérieurs sans qu'ils croient qu'on ait bu, et ce n'était pas le cas. C'était très préoccupant. Le lendemain, au risque de perdre sa réputation, le colonel Holt a rapporté l'incident à un officier supérieur en lui remettant la cassette audio enregistrée sur les lieux. À la suite d'une réunion, l'officier a demandé au colonel Holt de discuter de l'incident avec l'agent de liaison britannique. Comme ce dernier s'était absenté, Holt a rédigé un mémo à son attention. J'ai rédigé un mémo qui, je crois, a été rendu public, en plus d'avoir été réécrit et abrégé. Later in the night, a red, sun-like light was seen through the trees. It moved about and pulsed. At one point, it appeared to throw off glowing particles and then broke into 5 separate white objects, and they disappeared. Je m'attendais à ce que l'on communique avec moi rapidement, mais rien du tout.
Les jours et les semaines ont passé et je me questionnais quant à l'intérêt qu'on portait à la chose. On n'a finalement pas donné suite à l'affaire. Même si l'affaire n'a jamais été élucidée, les habitants du village maintiennent que quelque chose d'étrange s'est passé durant les semaines qui ont suivi l'incident. J'ai interrogé 2 militaires et 2 officiers qui passaient au garage. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler. Et je ne sais pas pourquoi. Mais les gens, eux, ont commencé à parler, à l'intérieur comme à l'extérieur de la base. 2 enquêteurs britanniques, spécialistes des ovnis, Dad Street et Brenda Butler, étaient présents. Ils n'ont jamais dit qu'il s'agissait d'un ovni. Ils ont simplement mentionné qu'il s'était produit quelque chose dans la forêt. Quand nous sommes arrivés pour recueillir des témoignages, on nous en a empêchés. L'enquête a pu progresser quand des membres du personnel militaire ont relaté un étrange récit comportant des détails dépassant la simple observation d'un appareil. Ils prétendaient qu'un engin étranger avait atterri dans la forêt de Rendlesham et que les humanoïdes qui le pilotaient étaient entrés en contact avec des officiers américains. Ces rapports surprenants avaient été ignorés et rejetés par les officiers et le personnel militaire. Mais une chose reste sûre, l'incident qui s'est produit en cette fin de décembre a paru être d'une très grande importance pour les forces armées. Je suis convaincu qu'une enquête secrète a été menée. Je n'ai jamais été formellement amené à témoigner. C'est incroyable. Je crois que des gens se sont glissés à l'extérieur de la base et que plusieurs investigations d'un grand intérêt ont été menées en secret. On m'a approché de façon indirecte pour me soutirer des renseignements afin de comprendre ce qui s'était passé. Aucune explication n'a jamais été fournie sur l'incident. Seules des raisons ordinaires ont été données pour des rapports extraordinaires. Il y est question d'une pluie de météorites ou de la rentrée atmosphérique d'un satellite russe. Je n'écarte pas l'hypothèse voulant qu'un satellite se soit écrasé dans la zone en question. Mais comment expliquer alors l'engin se déplaçant dans la forêt et ce dans le ciel? Il se déplaçait dans les airs en dessinant un mouvement très angulaire. Et il y en avait 3. Il semble qu'il y ait eu des débris laissés au moment où cela s'est produit. Mais n'oublions pas que l'incident de Bentwaters s'est prolongé sur plusieurs nuits. Parmi les autres explications avancées figure celle de la réfraction d'un rayon lumineux provenant d'un phare situé à proximité. Il ne fait aucun doute qu'un événement inhabituel s'est produit. L'explication concernant la déviation du rayon lumineux d'un phare au travers des bois n'a aucun sens, car le problème aurait alors déjà été rencontré, ce qui n'a jamais été le cas. Il s'est donc produit un phénomène absolument inexplicable. Des gens très crédibles, chargés de la surveillance de la base, n'ont pas pu l'expliquer. Et s'il s'agit de gens incompétents, il serait de notre intérêt qu'ils changent de métier. Aucun membre du personnel militaire impliqué n'a été relevé de ses fonctions à la suite de l'incident. Lors d'une déclaration publique, les officiers britanniques et américains n'ont pas jugé nécessaire de poursuivre les investigations. Pour le ministère de la Défense britannique, l'incident de Bentwaters, qui n'a été corroboré par aucune analyse, n'a pas été jugé comme étant un cas de défense nationale d'importance. Nous avons sous les yeux l'exemple flagrant d'une bureaucratie inapte à faire face à de tels incidents, où des fonctionnaires déclarent aveuglément qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense nationale d'importance. La position du ministère de la Défense à l'égard de l'incident de Bentwaters a été révisée quelques années plus tard. Cette fois, l'affaire a été présentée devant le Parlement par l'ex-chef de la Défense britannique et président du comité militaire de l'OTAN, Lord Hill Norton. Either the Americans, and indeed the deputy base commander, were hallucinating, or they believed that something had landed there, and they had taken photographs and records of it. In either event, it must be of interest to the defense of the United Kingdom.
Il ne fait aucun doute, selon moi, qu'il y a eu de la dissimulation et de la désinformation. On ne voulait pas que la population soit mise au courant des événements. Près de 20 ans plus tard, toutes les prétendues preuves matérielles recueillies lors de l'incident ont disparu. Il n'existe plus aucune photographie, et cela même si chacune des équipes dépêchées sur le site comptait un caméraman. On ne parle plus des taux de radiation élevés perçus par le compteur Geiger lors de la seconde nuit, et l'authenticité de l'enregistrement audio du colonel Halt est maintenant remise en cause. Même les enquêteurs de l'époque, alors convaincus de l'atterrissage d'un ovni dans la forêt, se rétractent, alléguant que plusieurs de leurs sources ont admis avoir menti. Les enquêteurs remettent donc en question la véracité de tous les rapports et de tous les témoignages militaires. Quelque chose s'est réellement produit dans la forêt, c'est arrivé, je l'affirme. Mais ce n'était pas un ovni, rien qui ne vienne d'une autre galaxie ou d'ailleurs. La lumière ne sera peut-être jamais faite sur les événements survenus à la base de l'armée de l'air de Bentwaters à la fin du mois de décembre 1980. Cet incident aura toutefois sûrement marqué ceux qui y ont été étroitement liés. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose qui n'a aucune explication, et j'aimerais en avoir une. La Terre a-t-elle été visitée? Peut-être. Il existe certainement une intelligence supérieure qui n'a rien à voir avec des petits hommes verts et que je ne peux pas expliquer. Je suis juste convaincu de l'existence d'une forme d'intelligence supérieure. Bien qu'il ne soit qu'un cas intéressant parmi plusieurs autres, cet incident contribue à faire du phénomène OVNI un sujet incontournable. Plusieurs autres manifestations du genre qui prouvent l'existence d'entités inconnues affectent le monde qui nous entoure et mériteraient de nouveaux examens approfondis. Montre clairement que les ovnis ne connaissent pas de frontières, qu'ils ont étendu leur champ de recherche au-delà des cieux, jusque sur Terre. De façon traditionnelle, ils ont été aperçus dans les airs ou au sol, mais en de rares occasions, ils se sont présentés à certains en des lieux inédits. Bien qu'elles restent inexpliquées, ces apparitions ont joué un rôle crucial dans l'accumulation de preuves en vue de justifier l'existence réelle du phénomène. Il n'existe qu'un seul rapport dans lequel l'engin en question a reçu le titre officiel d'OVNI. Il s'agit d'un titre hérité dans les années 60 lors d'un événement connu comme l'incident de Shag Harbor. Shag Harbor est un petit village de pêcheurs situé à 200 km à l'extérieur d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. C'est un endroit paisible où les habitants sont plus familiers avec les activités maritimes que les activités aériennes. Mais il s'est produit, il y a 30 ans, un événement qui a perturbé cette quiétude si chère à ses habitants. Le 4 octobre 1967, deux habitants du village, rentrant chez eux, ont aperçu une silhouette étrange au-dessus des arbres. Nous parlions pendant que je conduisais et il m'a soudain dit de regarder des lumières dans le ciel. La première fois qu'on les a vues, elles semblaient immobiles. Mais comme on roulait, il était difficile de savoir si elles se déplaçaient ou ce que c'était. On les a perdus de vue, on a tourné le coin et on les a vus de nouveau quelques secondes avant de les reperdre. Je sais que j'avais peur quand je suis descendu de voiture, car je me suis précipité dans la maison pour aller chercher mon père pour qu'il les voie. J'espérais qu'elle reste là assez longtemps pour qu'il les voie, et il les a vues. Je suis rentré et j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a tout de suite demandé si j'avais bu. Je lui ai dit que non, je ne croyais pas. Ces lumières inhabituelles ont été aperçues par plusieurs habitants. Ils les ont vues clignoter pendant plusieurs minutes. L'engin lumineux s'est ensuite incliné sur le côté avant de plonger dans les eaux du port. Les témoins ont immédiatement rapporté l'incident à la Gendarmerie royale du Canada. Les civils sont arrivés les premiers sur les lieux pour venir en aide à la GRC dans la recherche de survivants.
La plupart des habitants étaient à bonne distance quand ils ont vu l'appareil se retourner. Ils ont d'abord cru qu'un avion s'était écrasé. Mais ce que les officiers de la GRC ont vu quand ils sont arrivés, ils étaient au moins 3 officiers sur la rive. C'est une lueur jaune pâle se déplaçant sur l'eau. Ils ont tous constaté une activité inhabituelle. Mais les officiers de la GRC n'ont pas été les seuls à observer cet engin mystérieux à la surface de l'eau. Il y avait également un petit groupe de spectateurs le long de la berge. Nous l'avons tous vu, la police et les autres. Nous avons tous été saisis par ce que nous avons vu. Personne n'avait jamais vu quelque chose du genre auparavant. Les témoins se tenaient immobiles, fascinés par cette lumière à la surface de l'eau. Une lumière qui a disparu aussi brusquement qu'elle était apparue. Une vedette de la garde côtière a immédiatement été appelée. Mais les pêcheurs locaux se dirigeaient déjà à bord de leur bateau vers l'endroit où la lumière avait été vue pour la dernière fois. Aucun survivant n'a été retrouvé cette nuit-là. Il ne restait de l'incident qu'une épaisse substance inconnue flottant à la surface de l'eau. Il n'y avait qu'une traînée d'écume jaune, 3 fois longue comme le bateau. Je n'avais jamais vu ça. Aucune odeur, rien. Nous l'avons traversé à l'aller et au retour. L'écume, tout comme la lueur, a finalement disparu. Puisqu'aucun signe de détresse n'avait été constaté, les recherches ont été interrompues pour la soirée. Le lendemain, la GRC était déjà entrée en contact avec les bases militaires environnantes. Tous les intervenants espéraient trouver une explication rationnelle à ce qu'ils avaient vu. Mais il n'y en avait pas. Et cet incident insolite a projeté le petit village de Shag Harbor sur le devant de la scène. La nouvelle a été reportée par la presse partout en Amérique du Nord. Le quartier général des Forces armées canadiennes à Ottawa a déclaré qu'on avait effectué des recherches concernant l'écrasement de ce qui pourrait être un objet volant non identifié. C'est là l'un des rares cas où un objet bien réel a plongé dans les eaux. Et ce n'était ni un avion, ni un débris provenant de l'espace. Les forces armées canadiennes ont officiellement affirmé qu'il s'agissait d'un ovni. Quant à savoir ce qu'il est advenu de l'engin une fois dans l'eau, personne ne le sait. Mais le ministère de la Défense nationale du Canada a sûrement tenté de le savoir. Le 5 octobre, la marine a été chargée de mener des recherches sous-marines. Très vite, une équipe de plongeurs s'est présentée au large des côtes du petit village, sillonnant les fonds du port à la recherche de débris. Les habitants étaient sous le choc de l'événement. Même s'ils n'avaient jamais établi de parallèle entre l'objet aperçu et un ovni, ceux qui avaient été les premiers témoins ont gagné rapidement en popularité. On me taquine beaucoup à savoir si j'ai vu des martiens. Je crois avoir vu quelque chose. Il ne fait aucun doute que j'ai vu quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais j'ai réellement vu quelque chose. Les habitants de Shag Harbor n'ont pas pu être influencés par les événements de Roswell. Ils se sont produits en 1948 et n'ont pris des proportions importantes que durant les années 80, du moins en 1978. Shag Harbor est donc un cas unique. On n'a rien retrouvé au cours des 3 jours de recherche menés par la marine canadienne. L'affaire a été considérée classée le 8 octobre. Au fur et à mesure que l'intérêt médiatique a décliné, la vie a repris son cours normal à Shag Harbor. Selon les enquêteurs, certains faits importants n'auraient pas été dévoilés. Le dossier a été rouvert 26 ans plus tard, et des informations non officielles ont commencé à émerger. Les plongeurs de l'équipe de la marine impliqués dans les recherches ont été les premiers à parler. Et ce qu'ils ont raconté est saisissant. Selon ces hommes, une seconde opération a été menée et leurs dires sont corroborés par d'autres membres des forces armées. L'OVNI n'est pas resté dans le périmètre de Shag Harbor. Il s'est déplacé sous l'eau jusqu'à la côte pour la remonter et s'immobiliser près de Government Point, là où se trouve aujourd'hui une base secrète. Une base américaine en sol canadien s'y trouvait
à l'époque. Avec la présence d'un objet non identifié à proximité d'une telle installation et sur le parcours de son système de détection, la situation a dû être prise très au sérieux. La base militaire de Shelbourne est aujourd'hui abandonnée, mais lors de l'incident de Shag Harbor, il s'agissait d'un avant-poste de défense contre la menace communiste. L'armée américaine surveillait attentivement toute activité sous-marine au moyen d'un équipement de haute technologie. De sources non officielles, un engin aurait déclenché l'alarme du système de détection et une flotte de navires de la marine aurait été déployée. Selon nos sources, 6 ou 7 navires se sont immobilisés au-dessus de l'engin durant une semaine, le gardant sous surveillance. Les plongeurs s'en sont approchés. Un des plongeurs est catégorique. Il s'agissait bel et bien d'un ovni. D'après les plongeurs, il y avait de l'activité à l'intérieur de l'appareil. Ils sont catégoriques. Ce n'était rien de terrestre. C'était un ovni. Nous sommes ici bien loin de la version officielle. Les enquêteurs avancent que le grand nombre de témoins a rendu difficile la dissimulation des faits, aussi étranges qu'ils puissent paraître. C'est la fin que je préfère dans toute cette histoire. Je crois qu'on pourrait dire, d'un point de vue ufologique, qu'à l'inverse des autres cas, il s'agit d'une fin heureuse. Au bout d'une semaine de surveillance, l'OVNI s'est remis en marche, sous les eaux. Il a descendu la côte de la Nouvelle-Écosse pour déboucher dans le golfe du Maine. Il a ensuite fait surface et s'est envolé. Cette difficulté à expliquer de façon rationnelle le phénomène OVNI est illustrée par l'expérience de 4 étudiants dont la vie a été bouleversée à la suite d'un voyage de camping. Pour ceux qui tiennent un répertoire de ces expériences, cette rencontre est connue sous le nom de l'incident d'Allagash. Au mois d'août 1976, Charlie Foltz, Chuck Rack et les jumeaux Jack et Jim Weiner, tous étudiants en art, quittent Boston pour se rendre plus au nord, dans une région isolée de l'État du Maine. Les 2 premiers jours sont à la hauteur de leurs attentes. Un dépaysement complet. Mais au 3e jour de l'expédition, à Mudbrook Campsite, les choses prennent une toute autre tournure. Nous étions là tous les 4. Il devait y avoir une douzaine de personnes. C'était le crépuscule et nous étions sur la plage à la recherche de 2 campeurs en retard à un rendez-vous avec des amis, quand Jim nous a indiqué la présence d'une lumière dans le ciel. Qu'est-ce que ça peut bien être? Nous nous sommes retournés et nous avons distingué une étrange boule de lumière dans le ciel. Elle semblait ballottée par le vent. On aurait dit un gros ballon sonde. J'ai cru détecter une teinte rougeâtre et j'ai dit qu'il s'agissait probablement de Mars. Mais quelqu'un sur la plage a répondu que Mars n'était pas visible en ce moment et qu'elle se situait de toute façon ailleurs dans le ciel. J'ai pris mes jumelles pour l'observer de plus près. J'ai fait la mise au point et ce n'était pas une étoile. C'était une lumière jaune et blanche parfaitement ronde. Et puis elle a disparu subitement, comme si elle implosait. On a alors cru à un phénomène céleste. L'idée que ce soit un ovni ne nous a jamais traversé l'esprit. Le séjour se continue. Les journées sont occupées à pêcher et à faire du canot. Les soirées à observer les étoiles. 2 jours après l'apparition initiale, ils montent leur tente à Smith Pond, un marécage encombré de souches où ils décident de pratiquer la pêche nocturne. C'était une nuit sans lune, l'obscurité complète. On a décidé de faire un énorme feu qui nous permettrait de repérer le campement dans la nuit.
C'était en effet un très grand feu. Les flammes devaient bien s'élever à 1 mètre dans les airs. Une fois ce phare de fortune embrasé, les 4 hommes quittent le campement et rament plusieurs centaines de mètres sur le marécage pour une nuit de pêche inoubliable, qu'ils vont dépeindre plus tard dans leurs travaux artistiques respectifs. Je pagayais tranquillement à l'arrière du canot. Les jumeaux étaient au centre et Charlie à l'avant. Ils discutaient et moi je contemplais la nuit et le lac. Quand je me suis senti observé. Chuck Rack, à l'arrière du canot, s'est soudainement exclamé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je me suis retourné et j'ai vu cette énorme lumière au-dessus des arbres. C'est comme si elle sortait des arbres. On a d'abord pensé que c'était un avion. On l'a observé quelques secondes. Ce n'était pas un avion. Ça ne faisait aucun bruit. C'était très étrange. C'était une lumière jaune et blanche éblouissante, prenant brusquement un aspect liquide. Nous étions fascinés. L'euphorie complète. C'était fantastique. Elle se déplaçait. Elle s'est arrêtée à une centaine de mètres de nous. J'ai alors décidé de l'éclairer avec ma torche. À peine avait-il allumé sa torche que l'objet nous envoya un rayon. Notre canon en aluminium de 5 mètres s'est illuminé dans l'obscurité comme un feu de Bengale. On aurait cru que cet engin attendait d'entrer en contact. J'étais enivré par ce qui se passait. C'était fantastique. Il y avait une entité avec qui on pouvait communiquer et qui était disposée à communiquer avec nous. J'étais saisi par la rapidité avec laquelle elle avait réagi. Elle était douée d'intelligence. Dès que le rayon lumineux a été envoyé, elle s'est mise en mouvement. C'était pas de la rigolade. Il se passait réellement quelque chose. Ce n'était pas le fruit de notre imagination. Il fallait maintenant faire face à la situation, car cette boule de lumière allait être sur nous d'ici quelques secondes. Je tenais de moins en moins à ce que cette chose s'approche de nous. Je me souviens avoir pégayé aussi vite que possible et entendre Jack dire que la chose nous rattrapait. La lumière disparaît subitement. Leur dernier souvenir est d'avoir regagné la rive. J'ai alors pensé qu'on avait raté l'occasion d'établir un contact. J'ai regardé cette lumière s'éloigner et s'évanouir dans la nuit. Épuisé, le groupe regagne lentement le campement. Ils y retrouvent les braises d'un feu qui aurait dû normalement durer 4 heures. Mais personne n'y porte attention. Ce détail va s'avérer très important plus tard. Mais cette nuit-là, ils ne discutent ni du feu, ni de l'apparition dont ils ont été témoins. Ils ne songent qu'à dormir. Pendant les années qui suivent, les 4 hommes ne parlent que rarement de cette étrange nuit passée sur le lac. Mais en 1978, leurs souvenirs refont surface. Jim Weiner est victime d'un accident de la route qui lui laisse des séquelles, des crises d'épilepsie. Ces crises provoquent chez lui une difficulté à dormir. En 1980, il souffre de graves problèmes de sommeil.
ses rêves se transforment en véritables cauchemars. J'y voyais d'étranges silhouettes. Elles avaient une allure anthropomorphique, mais ce n'étaient pas des hommes. Elles m'entouraient, travaillaient sur mon sexe avec des instruments. Il y régnait une atmosphère malveillante. J'en garde un souvenir terrifiant. Après avoir tenu longtemps secret ses cauchemars, Jim en révèle le contenu à son frère jumeau, ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion. Il m'a téléphoné et m'a raconté ses cauchemars. Je n'y comprenais plus rien car je faisais les mêmes. Les jumeaux n'y comprennent rien. L'état de santé de Jim est grave, et quand ces cauchemars deviennent plus fréquents, les médecins qui veillent sur lui sont très inquiets. Ils lui demandent la cause de ses insomnies. Et ce qu'ils apprennent les incite à l'interroger davantage. Le psychiatre chargé du cas finit par émettre l'hypothèse de l'enlèvement. Les médecins recommandent à Jim de s'entretenir avec l'ufologue Ray Fowler, qui prend l'affaire très au sérieux. Les 4 hommes se soumettent bientôt à une séance d'hypnose qui révèle de nouveaux détails sur cette fameuse nuit du mois d'août 1976. Je me souviens très bien d'avoir entendu Jack dire qu'on se faisait rattraper. J'ai ensuite été enveloppé par ce rayon lumineux. Je regardais vers le haut, perplexe, et quand je me suis retourné vers Chuck, il avait disparu. Je me souviens m'être penché au-dessus du canot pour le chercher dans l'eau. Où pouvait-il bien être? J'ai de nouveau regardé en direction du ciel et j'ai eu l'étrange sensation que mon corps se démembrait. Je me souviens m'être allongé sur le dos dans cet environnement plutôt flou que je retrouve dans mes cauchemars. Une fois le caractère brumeux de ce rêve dissipé, il subsiste une terrible expérience. Je suis allongé sur le dos, complètement désorienté. Je lutte pour me redresser et un visage apparaît. Un regard se pose sur moi. J'ai le souvenir qu'il ressemblait à des insectes, avec des gros yeux de fourmis. On aurait dit des lunettes recouvertes d'une fibre élastique. Leurs mains n'étaient pas comme les nôtres. L'un d'eux me gardait le bras en l'air, en me tenant par le poignet. Il avait un instrument dans l'autre main qui n'avait rien de rassurant. Et je voulais m'enfuir. J'ai pensé que ma dernière heure était venue, qu'ils allaient m'éventrer. Bon Dieu, je voulais m'enfuir. L'examen sous hypnose des 4 hommes a duré plusieurs heures. Puis, par bribes, ils ont reconstitué les événements qui les ramènent sur Terre. Ils nous ont déplacés dans une autre chambre. L'espace devant moi s'est mis à bouger, à se modifier. On aurait dit une machine. C'était très étrange. Je me souviens avoir pensé qu'il allait se produire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Ils essayaient de me replacer dans le canot.
Il y en avait un qui essayait de me déposer à l'arrière, alors qu'un autre, à côté de moi, était enfoncé dans l'eau jusqu'à la taille. Ils ont ensuite installé Jim Weiner devant moi, non sans difficulté, car il est plus costaud que moi. Les deux autres ont été déposés sur la rive, et Jim est sorti les rejoindre. À mesure que la lumière se fait sur l'incident d'Allagash, les 4 hommes comprennent pourquoi le feu de camp s'est consumé si rapidement. Ceux qui font enquête sur ce type d'enlèvement appellent ce phénomène le temps manquant. Selon leurs récents souvenirs, ce temps manquant pourrait s'élever à 3 heures. Il débuterait avec l'observation de l'objet à partir du canot, jusqu'au moment où il se serait souvenu consciemment de voir l'objet disparaître à partir de la plage. Les renseignements obtenus concernant ce temps manquant ne parviennent toutefois pas à calmer leurs esprits. En fait, à l'issue de cette régression hypnotique, ils ont davantage d'interrogations que de réponses concernant les événements survenus cette nuit-là à Smith Pond. Chaque fois, pour me rassurer, je me disais que ce n'était qu'un rêve. Mais je me demandais vraiment ce qui pouvait en être la cause. Était-ce relié à mon épilepsie? Était-ce la nourriture? Une tumeur au cerveau? Trop de travail? Le stress? Je me demandais ce qui pouvait bien me causer ces cauchemars de façon répétitive. L'incident d'Allagash n'est pas un cas isolé. Ce récit a d'incroyables similitudes avec ceux de centaines de milliers d'autres individus. Regroupés, ces témoignages constituent un cortège de preuves anecdotiques respectables, même pour le plus sceptique des experts. La recherche d'une explication à ces phénomènes conduit à la formulation de conclusions radicales. Aussi extraordinaire que puisse paraître l'incident d'Allagash, il n'est que l'un des milliers de cas rapportés au fil des années. Pour les ufologues, il constitue un cas crédible, basé sur des témoignages qui le sont tout autant. Pour ceux qui en ont fait l'étude, ce cas confirme qu'un grand nombre de personnes sont affectées par des rencontres avec un monde inconnu. La présentation de la quantité de preuves recueillies sur les enlèvements d'Allagash suffirait largement devant un juge à gagner une cause ordinaire. Mais vu le caractère étrange de cette affaire, il en va autrement. La population, en dépit de l'existence de ces preuves, ne les accepte pas. Pour la preuve, 4 hommes ont subi un examen psychologique et se sont soumis au polygraphe avant d'être placés sous hypnose. Ils ont tous les 4 rendu compte de façon remarquable des détails du même événement. En plus d'essayer durant plusieurs années de se rendre à l'évidence qu'ils ont été impliqués dans un événement qui dépasse leur entendement. J'ai tout entendu. On a dit qu'on prenait du LSD, qu'on était fou, qu'on ne croyait pas un mot de ce qu'on avançait, qu'on devrait porter des camisoles de force. Mais que voulez-vous, cela fait maintenant partie de ma vie. Je ne peux pas le nier. Ce qui est étrange, c'est qu'à la longue, vous vous faites à l'idée que vous avez été enlevé. Comment s'y faire? Cela fait plus de 20 ans que les prétendus contacts extraterrestres et que l'incident d'Allagash se sont ajoutés à un nombre incroyable de témoignages dans le but de prouver l'existence du phénomène OVNI. Mais même le cas d'Allagash est controversé. 3 des hommes affirment l'existence de l'événement, alors que le 4e en doute. Je ne le nie pas. Je doute simplement de la partie qui tient de l'enlèvement. Je n'en ai pas de souvenir précis. Je partage cette expérience avec les autres, mais ils ont dû considérer que cela s'était vraiment produit. Mais ce n'est pas le cas. Voilà ce qui me trouble depuis des années.
La rencontre a eu lieu, c'est sûr. Mais pour ce qui est de la régression hypnotique, je ne sais pas. Même les plus convaincus de l'existence des ovnis ont de la difficulté à accepter les cas d'enlèvement comme l'incident d'Allegash comme données valables pour appuyer le phénomène. Ils ont réellement vu un ovni, mais nous voilà maintenant à la frontière du rêve et de la réalité. Nous savons depuis longtemps que les rêves sont des rêves, des fantaisies de l'esprit qui ne reflètent pas la réalité. Pour ce qui est des recherches menées sur les cas d'enlèvement, si vous rêvez d'avoir été enlevé, s'agit-il d'informations précises? Dans ces cas-là, des examens psychologiques sérieux s'imposent. Certains enquêteurs croient qu'on a procédé à un examen psychologique sérieux. Ils avancent que les témoignages d'enlèvement n'ont pas tous été fournis quand les sujets rêvaient ou étaient sous hypnose. Beaucoup se sont souvenus d'expériences traumatisantes alors qu'ils étaient éveillés. Si vous faites un suivi historique du phénomène, avant même que le sujet ne soit connu par la population et rendu public par la télévision, vous constatez qu'un modèle d'enlèvement existait déjà. Il y a deux explications possibles à cela. Ou ils ont vraiment été enlevés, ou ils sont victimes d'une hallucination collective. Dans les deux cas, cela est d'un grand intérêt.